Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 11e étape du Tour de France 2024. On va revenir un petit peu sur cette étape, on parlera, bien entendu, on va parler de Romain Bardet. Aujourd'hui on verra qui sont les favoris, et puis on parlera également du parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également partager les vidéos auprès de vos proches si ça peut les intéresser sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et vous pouvez également, pour soutenir mon travail, cliquer rapidement sur les miniatures, parce que plus vous cliquez rapidement sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Étape numéro 11, le Lioran, le Cantal, Romain Bardet bien entendu. Pour cette étape, on sera en Auvergne, et je crois que c'est un bel ambassadeur de l'Auvergne, Romain Bardet, avec cette étape qui sera dans sa région. Une première partie de course qui n'est pas si facile que ça, un final extrêmement dur, les 50-60 derniers kilomètres, ça s'enchaîne énormément. En fait, on a deux étapes qui ont à peu près le même format, c'est cette étape-là et l'étape de Super Dévoluy également, c'est Super Lioran et Super Dévoluy qui sont à peu près dans la même idée, c'est-à-dire avec peu de difficultés dans la première moitié de course et ensuite 50-60 derniers kilomètres très très difficiles. On va avoir une fin de journée vraiment explosive. Ça va peut-être pas être très passionnant sur le début de journée, mais alors la fin d'étape va être extrêmement explosive. Faire attention au kilométrage, on est quand même sur 210 km de course. Les routes de l'Auvergne ne sont jamais des routes faciles. C'est des routes souvent avec un rendement qui n'est pas forcément exceptionnel. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est 210 km dans certaines régions de France. Je dirais que le goudron est de bonne qualité. Ça passe plutôt pas trop mal. Par contre, 210 km en Auvergne ou en Bourgogne, dans certains coins de Bourgogne, je pense Morvan, ça peut être vraiment des journées extrêmement longues. Ça peut être également une vraie fournaise dans cette étape. C'est-à-dire qu'on est dans des coins où très vite la température peut être en fait le ressenti de température plutôt peut être très important. C'est-à-dire 30 degrés dans certains coins de cette étape-là, c'est quasiment intenable. Alors que 30 degrés le long de la mer, ça se fait tranquillement. Parce qu'on est dans des coins où des fois le soleil tape pas si fort que ça, mais je sais pas, il y a en fait très peu d'air. Voilà, il y a très peu de vent, tout simplement. Donc ça peut être compliqué. Et puis, il va falloir faire attention également au transfert avant d'arriver sur cette journée. On part de la Creuse, on est arrivé hier dans le Cher, Saint-Amand-Moron. On ne peut pas dire qu'on soit dans la région avec le plus d'hôtels au monde quand on est à Saint-Amand-Moron ou quand on est au départ à Évaux-les-Bains. Donc c'est-à-dire que ça c'est un petit peu de la loterie, j'ai envie de dire. Soit vous avez de la chance avec votre hôtel et il est proche du lieu d'arrivée ou proche du lieu de départ. Et dans ce cas-là, soit hier vous avez pu faciliter la récupération, soit ce matin vous allez pouvoir dormir un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai que ça peut être important de faire attention au transfert. Avant cette étape, on n'en parle pas trop, alors que c'est quand même un coin où il y a peu d'hôtels, donc ça peut être un vrai problème. Et puis surtout, c'est des coins où il n'y a pas forcément des très grosses routes. Donc avec un bus, forcément, c'est un petit peu contraignant. En termes de temps de trajet, ça peut rendre vraiment l'étape aussi longue parce que soit vous allez devoir vous réveiller tôt, soit ça veut dire que l'étape d'hier, vous êtes arrivé tard. Donc il faut le prendre en compte. Dénivelé positif, on est quand même sur du 4192 mètres, c'est-à-dire que c'est la 4e étape en termes de dénivelé positif. Quand je vous disais que la première partie de journée n'est pas si plate que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. La première partie de journée va vraiment fatiguer les coureurs, user, et la dernière partie va vraiment atomiser les coureurs avec ce final explosif, mais ne pas négliger le début de course qui va pas être si facile que ça. Montagne, 25 points au classement montagne. Donc c'est une bonne journée. Je rappelle que le leader pour le moment est à 33 points à Brahamson. Donc ça peut être intéressant, même si les points seront en fin de journée.
mais c'est une étape où on pourrait avoir une échappée qui va au bout. Eh bien, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Présentation de l'étape du jour sur le Tour de France. On part de Évaux-les-Bains au Lioran, à Super Lioran même, c'est le terme normalement. 211 km, on est quand même sur une étape là aussi qui n'est pas courte du tout. Dans le massif central, on part d'Évaux-les-Bains, première partie d'étape, vous allez voir, beaucoup moins difficile que les 50-60 derniers kilomètres. On commence à Montel de Gelat, Hermans, et puis on arrive au sprint intermédiaire après 1h30 de course quand même, du côté de Bourg-Lastic, ça sera au kilomètre 65, avant deux difficultés qui vont s'enchaîner. Au kilomètre 79, la côte de Mouillou, 1 km 9 à 6,4 de moyenne, côte de 4e catégorie. Et puis, on enchaîne au kilomètre 89, c'est-à-dire 10 km après, entre ces deux difficultés, la côte de la Rode, côte de 3e catégorie, 3 km 7 à 6% de moyenne. À ce moment-là, on est encore à plus de 100 km de l'arrivée. On passe par Bord-les-Orgues, Ide, une petite bosse au kilomètre 130, 4 km 1, 5,3 de moyenne. Ça sera avant d'accéder au Vigan. Le Vigan qui est connu également pour son cercle automobile, parce que j'en parle pas dans la partie patrimoine, donc je vous le dis maintenant. Et puis on arrive au col de Néronne, qui est en fait la première grosse difficulté de la journée, col de 2e catégorie, la première grande difficulté également depuis l'étape numéro 4. Et oui, si, il faut s'en rappeler. Le col de Néronne, 3 km 9 à 8,6 de moyenne au kilomètre 168,5. Ce col de Néronne. Hop là, je vous le montre à l'écran. Des pourcentages. C'est une côte qui est certes courte, 4 km, mais vous voyez, il y a 1 km à plus de 10%. Ça veut dire qu'on est vraiment sur une vraie bosse de massif central, avec, il faut bien le dire aussi, parfois des revêtements qui ne sont pas de bonne qualité, donc qui ne rendent pas bien. Donc ce col de Néronne, eh bien, ça peut donner des idées à certains coureurs qui ont des qualités de puncher, de vouloir partir de loin, même s'il faudra encore passer quelques difficultés derrière. Mais ce col de Néronne, si UAE, par exemple, décide d'attaquer, de rouler fort, ça peut faire mal à certains équipiers. Col de Néronne, la montée, le temps de monter, le record même est détenu par un certain Tadej Pogačar. Je ne sais pas quel est ce coureur. C'était le 11 septembre 2020. Il avait fait 10 minutes 57 sur cette montée à 21 km/h de moyenne. Rigoberto Urán, Sepp Kuss ont le même chrono. Sepp Kuss avait fait 408 watts de moyenne. Voilà, sur cette montée. Donc c'est vraiment de la montée punchy. Romain Bardet par exemple a un temps en 11 minutes 25 à 20,1 km/h, donc il y a quasiment 30 secondes d'écart. On poursuit avec la montée de Puy-Marie qui est au kilomètre 180, c'est-à-dire on sera encore à plus de 30 km de l'arrivée au sommet. Puy-Marie, pas de Pérol, 5 km 3 à 7,8 de moyenne. Je vous montre cette difficulté. Le début est assez facile, c'est vraiment sur les 2 derniers kilomètres, vous voyez que c'est compliqué. Le dernier kilomètre et demi est quand même à 13,4% de moyenne. Donc là, on est sur des valeurs quand même qui sont extrêmes, parce que le dernier kilomètre et demi à 13,4, c'est-à-dire qu'on est au-dessus d'un mur de 8, je crois, en termes de pourcentage moyen. Donc, et avant, ça n'était pas tout plat, contrairement au mur de 8. Donc là, ça va être vraiment compliqué dans cette montée de Puy-Marie, pas de Pérol. On sera à 1582 mètres d'altitude également du côté de cette montée. Le temps de montée de Puy-Marie, je vais vous le donner tout de suite. C'est également un certain Tadej Pogačar qui avait fait le meilleur temps le 11 septembre 2020 avec 13 minutes 48 sur cette montée à 23,4 km/h de moyenne. Donc vous voyez, la première partie est assez roulante, c'est vraiment les 2 derniers kilomètres qui sont extrêmement compliqués. Richie Porte avait fait 13 minutes 58 donc à 23,1 km/h, et j'ai un Wilco Kelderman qui avait fait 14 minutes 52 à 21,7 km/h de moyenne, c'est-à-dire 415 watts de moyenne, et Emmanuel Bourman qui lui avait été 0,2 km/h plus lent avait fait 348 watts de moyenne. Donc c'est quand même des valeurs, on voit qu'on est quand même sur un effort très punchy
du côté de Puy-Marie. On poursuit ensuite avec les deux dernières difficultés de la journée. Le col de Pertus. Je crois que c'est Pertus et pas Pertus. Je crois qu'on dit le S à la fin. Je crois me rappeler. 4 km 5 à 8,2% de moyenne, côte de deuxième catégorie, mais surtout sprint bonif, 8, 5, 2 secondes pour les trois premiers au sommet de cette côte qui sera au kilomètre 196,5, c'est-à-dire qu'on sera encore à plus de 15, on sera à 15 km de l'arrivée à peu près. Col de Pertus, je vous le montre tout de suite, ce col. Hop. Ici, le col de Pertus, là encore, hein, 900 mètres à 10,8%. Une première partie, on sera quasiment au-dessus de 9,5 sur le premier, quasiment les deux premiers kilomètres. Et puis ensuite, un replat à 5%, comme vous le voyez ici. Et puis ensuite, 8 et 8,8% sur la deuxième partie de montée. Donc là encore, c'est bien difficile ce col de Pertus. Encore une fois, sur un effort très punchy. Wilco Kelderman, meilleur temps, c'était en 2016 pour le coureur néerlandais. Qui avait fait 13 minutes 54. Voilà, Kelderman à l'époque. Il y avait eu également Romain Bardet et Sébastien Reichenbach qui avaient fait le même temps précisément. Wilco Kelderman, on était sur du 404 watts de moyenne. Voilà, et un Greg Van Avermaet qui avait fait 14 minutes 51, donc à 18,1 km/h, était à 420 watts de moyenne. Donc vous voyez qu'on est là encore sur un effort typé punch, donc vraiment pas simple pour les coureurs. Et puis on arrive du côté du Lioran pour cette fin d'étape, avec en fait la montée du col de Forcerre, 3 km 4 à 5,6 de moyenne. C'était un col de troisième catégorie assez roulant du côté de ce col du Lioran. Voilà, bien plus roulant que les autres. On a un passage à 7%, mais c'est vraiment très léger. Par contre, ce que vous ne voyez peut-être pas là à l'écran, mais je vais vous le mettre ici, c'est que le dernier kilomètre est de nouveau en bosse. C'est-à-dire que certes, vous arrivez au sommet du fond de serre, vous allez avoir une petite descente qui va vous emmener haut à la flamme rouge. À la flamme rouge, ça regrimpe. Voilà, dans le dernier kilomètre. Donc ça, c'est à prendre en compte pour les coureurs. C'est que ce dernier kilomètre n'est pas plat. Donc ça peut permettre, pourquoi pas, de faire les derniers écarts sur cette étape. On garde un petit peu les difficultés sur le parcours. Je vous montre cette carte. Alors dans la première moitié de journée, on sera sur des routes assez larges pour la région. Encore une fois, on est en Auvergne, c'est pas toujours très large. Donc là, on sera plutôt sur des routes assez larges. On oscillera entre des portions avec un goudron très bon, notamment sur les départementales, avec des zones, notamment dans les villages, où on aura des nids de poules, pas mal de gravillons également sur la route. Alors est-ce que ces passages-là ont été refaits depuis que la voiture de Google Street View est passée? Ça, c'est une grande question. Mais en sachant que les images de Google Street View étaient de 2024. Les côtes de début de journée, la côte de 4e catégorie, la côte de 3e catégorie, se feront sur des routes étroites, mais qui ont été refaites cette année, là encore, grâce aux photos de Google Maps, grâce à Vélo Viewer. J'ai pu voir que le goudron était de bonne qualité. Les dernières côtes aussi se font sur des routes étroites. Dans la descente de Puy-Marie, on est sur le haut, une belle visibilité, mais on aura quelques portions techniques. Surtout la route reste peu large dans cette descente du côté de Puy-Marie. J'ai rien noté sur les autres descentes en termes de technicité, à part que les routes ne sont pas très larges, sauf pour la montée du Lioran. On est sur une route nationale, on est quasiment sur une route à 3 voies dans cette dernière montée de la journée. Et faire attention dans la descente entre 2 km 2 et 1 km 5, c'est ce qu'on va voir tout de suite, hop là à l'écran. Entre 2 km 2 et 1 km 5, voire même avant, mais à partir de là, on est dans la descente. À partir de 2 km 2, vous avez cette première épingle, deuxième épingle à faire, troisième épingle. Donc voilà, en 500 mètres, 3 épingles à franchir avec de la descente. Donc ça, il faudra faire attention. Et puis ensuite, on arrive sur la montée finale. Et à partir de 750 mètres, eh bien, ça regrimpe fortement pour arriver du côté de Super Lioran pour cette étape numéro
11, le patrimoine pour cette journée. Parce qu'on a des choses à voir, à observer. Alors la montée de Lioran, pardon, je ne vous ai pas donné les informations. C'est le col de Font-de-Serre, pardon. C'est 6 minutes 56, record détenu par Romain Bardet en 2016. Voilà, qui avait fait 26,7 km/h. Donc là, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus roulant dans cette montée. Et un Wilco Kelderman avait fait 400 watts de moyenne sur 26 km. Mais voilà, montée beaucoup plus roulante parce que là, on n'est pas sur du 20 km/h, on est plutôt sur du 26-27 km/h sur cette montée. Allez, on arrive à Évaux-les-Bains, du côté de cette journée, et du côté du patrimoine à Évaux-les-Bains. Eh bien, vous avez des thermes romains, des restes de thermes romains qui datent donc du 1er siècle. C'est probablement dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère que les thermes et la galerie furent construits. Ils furent détruits par un incendie au 3e siècle après 260. Et la partie ouest, probablement restaurée, fut remise en service au 4e siècle. C'est un monument historique depuis 1840. Et pour donc l'eau qui jaillissait des sources très chaudes, 60 degrés, donc ça permettait de faire des bains vapeur. Et en fait, il y avait un aqueduc enterré de 17 km qui alimentait en eau potable depuis les sources de la Valazière. Donc, vous savez que les Romains étaient très doués au niveau de l'eau potable. Donc voilà, vous voyez cette photo. Environ 25 hectares de thermes du côté des restes que vous pouvez voir ici. Voilà, quand on a retrouvé un petit peu tous les restes. Et puis, vous avez également le grand hôtel d'Évaux-les-Bains, le grand hôtel thermal. Et oui, parce que Évaux-les-Bains, qui dit les bains, c'est comme les villes qui s'appellent Saint-Amand-les-Eaux, normalement, c'est que c'était souvent des stations thermales. Et du côté de ce grand hôtel thermal, construit entre le 19e siècle et modifié au 21e siècle, eh bien, la station thermale, abandonnée depuis le 5e siècle, reprend son essor au milieu du 19e avec la construction entre 1838 et 1847 de l'actuel étabbissement thermal et son grand hôtel. Bien entendu, ça va créer une nouvelle activité économique à Évaux-les-Bains. Et c'est au moment aussi où les anciens thermes romains sont redécouverts grâce à des fouilles et qu'ils vont être classés monuments historiques dans la première liste des monuments historiques en 1840. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux poilus blessés effectuent leur convalescence au Grand Antel, et pendant la Deuxième Guerre mondiale, un camp d'internement est ouvert à Évaux-les-Bains. Le syndicaliste Léon Jo, futur prix Nobel de la paix, ou encore Édouard Herriot, vont être internés et sont libérés par la résistance, bien entendu, en 1944. Désormais, le Grand Hôtel ont reçu un dernier coup de jeune en 2022 et ont ouvert en 2023 avec l'ambition d'attirer désormais une clientèle haut de gamme. Du côté d'Évaux-les-Bains, vous voyez, la façade est absolument magnifique. On quitte Évaux-les-Bains désormais pour aller à Montel. Montel, c'est au cours de cette étape que sera franchi ce village. Je rappelle encore une fois que les informations, vous pouvez les retrouver sur le site du Tour de France, où vous avez également d'autres lieux touristiques à voir. Alors, du côté de Montel, qui est l'église Saint-Mamère, cette église qui a été construite entre le XIVe siècle et le XVe siècle, style gothique. L'église aurait été bâtie par Guillaume Aubert, seigneur de Montel de Gélat, à la demande de son frère, le pape Innocent VI, mort en 1362. Cet édifice comprend une nef sans collatéraux, ce qui présente en Auvergne une certaine rareté. Voilà. Si vous voulez voir cette église, monument historique depuis 1982, vous pouvez voir également, je pense, Saint-Mamère. Enfin, il y a une statue à la sortie que vous pouvez voir pas très loin de l'église. Voilà. Ça, c'est au kilomètre 28.2 pour cette étape. On poursuit du côté d'un musée, le musée
du Minérail à Mess. Alors je sais pas si se prononce bien, Messay ou Messex. Pour ce musée, c'est au kilomètre 72.3, ouvert en 1990. Alors il faut savoir qu'on est aussi dans une région où on a exploité du charbon dans le bassin minier et notamment au XVIIIe siècle pour alimenter l'industrie locale, bien entendu l'extraction s'industrialise au 19e siècle, pardon, et puis bon, à partir de la seconde partie du 20e siècle, ça commence à aller de moins en moins bien pour le charbon, et les mines vont fermer en 88, et l'association Minérail est créée en janvier 90 pour préserver le puits de Saint-Louis et en faire un musée. Vous voyez notamment des maquettes dans la chambre chaude et d'autres bâtiments de la fosse. Et puis un train minier touristique fait le tour du carreau de la mine. Voilà, si vous voulez voir cette époque-là, ça peut être également intéressant. Le lac de Bort-les-Orgues, ça c'est quelques kilomètres après, c'est magnifique, vous voyez, du côté de Bort-les-Orgues. L'arc artificiel français de 10 km², quasiment 11, résultant de la création d'un barrage à Bort-les-Orgues et sur le haut cours de la Dordogne entre 1942 et 1952. Long de 21 km, ce lac se partage entre les départements de la Corrèze, du Cantal et du Puy-de-Dôme. C'est le troisième plus grand lac de barrage du Massif central, et le 13e plus grand lac artificiel de France. On avait vu dans l'étape de 3 un des lacs qui était dans le top 5. On poursuit, là on arrive dans le Cantal du côté de cette journée et on arrive à Lanobre. Alors pourquoi je vous parle de Lanobre? Pour ce magnifique château, le château du Val, construit entre le XIVe siècle et le XVe siècle, style médiéval. Vous voyez, ce château est magnifique. Guillaume IV d'Estaing, qui a acheté le terrain à Val et donc a fait construire le château actuel. Et la famille d'Estaing l'habite jusqu'au XVIe siècle. Un certain nombre de familles vont occuper ensuite le château jusqu'à la famille d'Arcy. Et en 1946, elle est expropriée en vue de la construction du barrage de Bort-les-Orgues. Et les Darcy emportent avec eux le mobilier du château. Et finalement, le château il n'est pas englouti par le barrage dont on a parlé précédemment, mais il va être pillé par des cambrioleurs en 1949. Et EDF, qui avait acheté le terrain, vu qu'il pensait l'engloutir avec son barrage, va le revendre en 1953 pour un franc symbolique à la ville de Bort-les-Orgues. Et c'est aujourd'hui un lieu touristique, visitable, ce lieu touristique. Donc chaque été, vous avez des expositions de peintures contemporaines qui sont organisées. Et il a servi à des tournages de films. Voilà, notamment un film, Le Capitaine, en 1960, avec Jean Marais et Bourvil, monument historique depuis 1946. On poursuit du côté de cette balade historique, du côté de cette étape, et on finit en fait avec, sur cette route, avec Anglars de Salers, qui est une commune qui a une particularité. Anglars de Salers, qui est assez rare, c'est qu'elle a 2 châteaux à l'intérieur. Et surtout, c'est une petite commune de 780 habitants. Vous avez le château de la Trémolière, construit au XVe siècle, qui fut le siège d'une seigneurie appartenant à la famille de Monclar. Château où on a retrouvé 10 tapisseries d'Aubusson du XVIe siècle, découvertes par le curé de la paroisse et restaurées en 1923. Et puis vous avez un deuxième château, c'est le château de Longevergne, voilà, qui a été construit également au XVe siècle. Ce château de Longevergne, et pendant plusieurs siècles, ce château fut une annexe de la commanderie d'Ide, qui appartenait à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il fut entièrement restauré en 1905 et une tour fut reconstruite et le corps de logis surélevé. Voilà. C'est les descendants d'un neveu de l'abbé Laverne qui habitent encore aujourd'hui le château, monument historique depuis 2002. Et puis on termine bien entendu avec notre ville d'arrivée, le Lioran, station bien entendu de ski,
le Durand, hop là, j'enlève même ça. Et le Durand, c'est également une grotte. En fait, c'est la roche percée que vous pouvez apercevoir ici en photo. La roche percée, qui est une grotte et un habitat troglodyte médiéval se situant en flanc de falaise sur les hauteurs du hameau de Fressehaut, voilà, dans la vallée de l'Alagnon en Haute-Auvergne. Donc son accès se fait depuis le parcours de randonnée jaune partant de la Fressehaut, 250 mètres de dénivelé, soit depuis le GR 400 passant au-dessus et reprenant le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aucun document n'a été retrouvé à son sujet, mais certains indices laissent penser que son occupation remonte loin dans le temps. Elle servait de lieu d'ermitage pendant le Moyen-Âge, notamment pour Saint-Calupan. Du côté de cette magnifique grotte. Et puis on poursuit également avec un musée, c'est le musée de l'agriculture auvergnate, qui se situe donc dans une ferme du XVIIIe siècle où est installé ce musée. 6 salles d'exposition qui permettent une visite à la fois ludique et pédagogique avec voilà, des informations sur comment on faisait de l'agriculture en Auvergne au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Vous avez des outils, notamment des témoins du savoir-faire d'antan qui sont présentés. Vous avez des films et des diaporamas qui retracent la vie paysanne et qui sont projetés. Voilà, le musée de l'agriculture auvergnate. Si vous êtes du côté du Durand, il n'y a pas que le ski. On termine avec un petit peu de nourriture, hein, comme d'habitude, comme tous les jours. Premier, ça s'appelle... Alors, j'ai retenu le nom. J'ai narté le nom. Bien entendu non. Donc ça, c'est, que je me rappelle, ça c'est le gâteau corrézien, je crois. Non, le gâteau creusois, pardon. J'allais dire une bêtise. Le gâteau creusois. Alors la recette proviendrait d'un parchemin du XVe siècle découvert lors de travaux en 1969. Et en fait, la recette n'est connue que par 31 pâtissiers. Alors, bien entendu, vous pouvez retrouver des recettes proches sur internet, mais techniquement, il n'y a que ces 31 pâtissiers qui peuvent faire ce gâteau creusois à la perfection. Alors, ce dessert nécessite donc en partie égale du sucre, de la farine, du beurre, ainsi que de la noisette en poudre. Vous pouvez voir des blancs d'œufs et un sachet de sucre vanillé. Donc ça a l'air d'être un gâteau quand même plutôt aéré. Du côté, enfin non, pas plutôt aéré, plutôt dense même là. Mais ça n'a pas l'air d'être mauvais hein, comme gâteau pour ceux qui aiment la noisette. Ça peut être intéressant. Et puis bien entendu à l'arrivée, on est dans la région, dans le département du Cantal, donc forcément on est obligé de parler du fromage, le Cantal. Vous voyez là en train au moment de sa fabrication, ce Cantal, au moment de l'affinage, voilà. Un Cantal, c'est 40 cm de diamètre, 40 cm de hauteur et 40 kg. Voilà, donc on n'est pas sur le petit morceau que vous trouvez au supermarché. Alors, on le reconnaît facilement grâce à sa texture, elle est due à sa fabrication. Il est pressé une première fois où on obtient de la tome et ensuite il va être broyé et salé dans la masse avant d'être à nouveau pressé pour donner la forme finale du fromage. Le Cantal jeune est affiné entre 30 et 60 jours, l'entre-deux entre 90 et 120 jours et le vieux plus de 240 jours. Labellisé en 1956, le Cantal est aujourd'hui produit par près d'1 millier de producteurs de lait, près de 80 fermiers et 12 ateliers de fabrication qui ont commercialisé en 2020 10 000 tonnes de Cantal. C'est quand même un fromage qui est assez apprécié, notamment maintenant vous le trouvez assez facilement, hein, le Cantal, notamment en supermarché. C'est bien entendu un fromage assez dense, hein, le Cantal. On n'est pas sur du fromage crémeux. On regarde tout de suite la météo pour cette étape. Eh bien, un petit peu de vent d'ouest comme la veille. Le vent sera quand même moins fort, hein. On va pas se mentir. Donc il sera plutôt de dos dans la partie finale, plutôt favorable, je dirais, dans cette portion-là, qui nous emmènera au Durand, mais dans la dernière ligne droite, comme vous le voyez, il sera plutôt de côté. Voilà, mais vous voyez, même dans le Fort de Serre, si on a du vent d'ouest, voilà, vous l'aurez absolument. Il ne sera pas défavorable dans les montées. Ça, c'est ce qu'on peut dire.
entre 15 et 30-35 km/h. C'est pas non plus un vent énorme. Température entre 25 et 20 degrés pour les minimales. 25, c'est plutôt dans la zone de départ. Parce qu'en fait, le temps va être assez instable. En début d'étape, on aura un très beau soleil. Et puis ensuite, on devrait passer, parce qu'on devrait passer après les orages matinaux. Pendant la nuit, il devrait y avoir beaucoup de pluie, beaucoup d'orages pendant la nuit et pendant le début de matinée. Par contre, dans les 50 derniers kilomètres, eh bien, de nouveau, des risques d'orage et des risques de pluie. Donc, il faudra faire attention voilà, sur la dernière partie de course, surtout dans certaines descentes qui peuvent être un petit peu étroites. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. L'histoire du Tour de France sur cette étape, eh bien, on commence avec Évaux-les-Bains. Alors Évaux-les-Bains eh bien, n'a jamais accueilli d'étape du Tour de France. Enfin, c'est la première fois qu'elle accueille une étape du Tour de France. Par contre, c'est une ville qui a accueilli une étape de Paris-Corrèze, où Paris-Corrèze était passé à l'intérieur de cette commune. Une étape du Tour du Limousin également était arrivée à Évaux-les-Bains, victoire de Luca Bockerman qui avait fait un sacré numéro ce coup-là. Luca Bockerman, il était dans une formation de deuxième division en 2020. C'est un coureur qui a pris sa retraite. Il était chez Vini Zabou, Wackerman, et c'est même, je pense, sa dernière victoire en carrière. Le général du Tour de Limousin. Ouais. Ce qui est même assez surprenant, parce qu'ensuite il est allé chez Holo Cometa, et ça c'était pas... Bon, il a fait 16e quand même du Tour de Turquie, mais il avait repris qu'en avril. Ouais, il avait une dernière saison pas forcément facile. Voilà. Il avait fait 3e également en 2021, quand même, d'une étape du Tour du Limousin, mais il avait fait un sacré numéro jusqu'où là, Wackerman. Et puis Fabio Christen qui s'est imposé l'année dernière sur la 4e étape du Tour de l'Avenir, le Suisse très talentueux qui est chez UAE. Le col de Néronne, lui, a été franchi à 3 reprises sur le Tour de France. La première fois, c'était en 2004, lors de l'étape numéro 10 du Tour de France. C'était une étape qui partait de Limoges pour aller à Saint-Flour. Et pourquoi je vous parle de cette étape du Tour de France 2004 ? C'était la plus longue du Tour de France 2004. 237 km avec quand même 4500 mètres de dénivelé positif. Et Richard Virenque qui avait fait un numéro ce jour-là. L'étape était diffusée en intégralité, je me souviens, sur France 3. J'avais vu le départ, j'avais vu le final, je n'avais pas regardé l'entre-deux, déjà à l'époque. Et Richard Virenque qui avait fait une démonstration 67 km en solo du côté de Richard Virenque, qui avait résisté donc au retour du peloton, emmené par Clauden, Zappel avec Vauclair et Armstrong. Vauclair qui n'avait pas perdu de temps sur cette étape, et Armstrong qui avait dû se dire... Ah, il va pas être si facile que ça à battre ce coureur français. Ensuite, eh bien, donc en 2020, c'était la 13e étape. Je crois que c'est celle qui est remportée par Martinez, voilà, du côté du pas de Pérol le Puy-Marie. Et puis en 2016, l'étape 5, eh bien, c'était celle remportée par Greg Van Avermaet. Il y a pas mal de cols qu'on va retrouver par rapport à cette étape de 2016. Donc le col de Néronne. On enchaîne ensuite avec le pas de Pérol, franchi également lors de cette fameuse étape de 2016, franchi également en 2020 lors de l'étape numéro 13. C'est une montée qui a été franchie à plusieurs reprises, en 85, en 2004, encore dans cette fameuse étape numéro 10. Et puis en 2008 également, on était passé par Puy-Marie lors de l'étape numéro 7, remportée par un certain Luis Leon Sanchez. Le coureur qui a pris sa retraite l'année dernière, Luis Leon Sanchez, qui a remporté, je rappelle, quand même 4 victoires d'étape sur le Tour de France, et celle-là, c'était la première. Le col du Pertus, là encore franchi à 2 reprises par le Tour de France, en 2016 lors de cette fameuse étape numéro 5, mais également en 2011 lors de l'étape numéro 9. Cette fois-ci, c'était encore Luis Leon Sanchez qui avait réussi à battre Thomas Vauclair. Pourtant les deux c'était un peu ils se couraient toujours après. 3e Sandy Cazard, encore podium de Sandy Cazard comme d'habitude. Ça avait été là aussi un très très gros match entre les deux coureurs, Sanchez et Vauclair. Donc et c'est arrivé encore à Saint-Flour cette étape là, et puis l'arrivée, le Lioran, encore une fois en 2005. C'était l'arrivée au Lioran avec la victoire là, de Greg Van Avermaet qui avait fait un numéro 18 km en solo avec un final donc, qui était extrêmement ressemblant, 4000 mètres de dénivelé positif, une étape qui faisait 216 km, qui partait de Limoges, qui arrivait au Lioran. Voilà, il y avait beaucoup de ressemblances avec un début de journée qui était loin d'être évident, qui
était loin d'être plat. C'était vraiment une étape très intéressante aussi. Je me souviens encore de cette victoire de Greg Van Avermaet. Pour moi, c'est ce jour-là où il construit sa victoire pour les JO. Parce que c'est ce jour-là où il se dit, putain, 4000 mètres, en fait, ça ne me fait pas peur. Voilà, le parcours des JO était très dur, hein. Il y avait des pavés, il y avait aussi pas mal de bosses. Et je crois que c'est ce jour-là où il s'est dit, Van Avermaet, ah, mais en fait, les JO, je peux peut-être le faire. Sur cette fameuse étape du Lioran. Il avait pris également le maillot jaune ce jour-là, hein, Greg Van Avermaet. C'était sa première étape sur le Tour... non, sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de France. La première, c'était en 2015. Voilà. Et il continue toujours un petit peu de courir. Hein. Il a fait des courses de gravel. Voilà, parce que certes, il a pris sa retraite, mais il fait encore du gravel, Greg Van Avermaet. Il a fait que des top 10 voilà, sur les courses gravel auxquelles il a participé jusqu'à maintenant, parce que l'année dernière, il avait pris sa retraite lors de Paris-Tours, Greg Van Avermaet. Bon, on passe au cycliste du jour. Du côté du cycliste du jour, il y a du beau monde aujourd'hui. Il y a du vainqueur d'étape du Tour de France et aussi du vainqueur du Tour de France. On commence pas très loin du départ à Montluçon avec la ville de Roger Valkoviak, vainqueur du Tour de France 56, vainqueur également de 2 étapes du Tour d'Espagne 57 et 56, Roger Valkoviak qui a fait des bons classements sur Paris-Nice, sur le Dauphiné, sur le Tour d'Espagne. Voilà, c'était un cours qui était extrêmement intéressant, 0 Giro à son actif, 2 Vuelta, 6 Tours de France et donc cette victoire en 56. En 56, il bat Gilbert Bovin, alors qu'il n'est pas dans l'équipe de France, il est dans l'équipe Nord-Est Centre. Donc à l'époque, il faut savoir que c'était les équipes nationales, il y avait des sélections régionales également, et donc Valkoviak avait réussi à battre les sélections nationales, ce qui n'était pas du tout une mince affaire hein, pour le coureur français. Qui en plus était parti de sa ville de naissance lors de la dernière étape. La dernière étape, c'était Montluçon-Paris, 331 km. C'était quand même quelque chose. À l'époque, le chrono la veille, il faisait combien? C'était un chrono? Non, c'était pas un chrono, pardon. Grenoble-Saint-Étienne, un chrono de 173 km. Si je ne me... Non, il va pas vouloir me le mettre. Non, Saint-Étienne-L'Eau, non, c'était 73 km. Et je me disais, sinon il y avait un gros problème au niveau des chronos. Mais vous voyez, hein, c'était quelque chose quand même, le Tour de France. Et, assez impressionnant. Et puis, autre double vainqueur du Tour de France, c'est Antonien Magne, qui est également de la région, on en avait déjà parlé. Antonien Magne, 2 fois vainqueur du Tour de France en 1934-1931, 10 victoires d'étape, champion du monde, de 12 fois deuxième également en 1936, deuxième des championnats du monde également en 1933. C'est un cycliste qui a vraiment dominé dans les années 30. Et puis ensuite, il a été également directeur sportif de très très bonnes formations, notamment l'équipe de Raymond Poulidor, Mercier Hutchinson. Enfin voilà, c'était quand même un sacré personnage du côté du cyclisme. Et puis il y a également Louis Bergaud, double vainqueur d'étape sur le Tour de France en 61 et en 58 également. Louis Bergaud, deuxième du classement de la montagne 57 également de ce Tour de France, vainqueur d'une étape sur le Dauphiné libéré. Et puis on n'oublie pas bien entendu Romain Bardet de Brioude. Romain Bardet, 4 victoires d'étape sur le Tour de France, deuxième du Tour de France 2016, troisième également du Tour de France dans sa carrière, 17 participations à des grands tours, deuxième des championnats du monde, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, deuxième du Critérium du Dauphiné également en 2016. Voilà, c'est quand même aussi un sacré personnage, Romain Bardet, et on espère qu'il y aura une belle fête dans son virage du côté de l'arrivée du côté du Tour de France. On passe tout de suite à la stratégie. Plusieurs possibilités, hein. Soit on a une échappée qui va au bout avec des leaders qui attendent les Pyrénées, tout simplement, hein, qui ne veulent pas utiliser les rampes de cette étape, que les Pyrénées font peur. Soit on a 2 courses en une course avec l'échappée, une course avec les leaders, où ça pétarade dans tous les sens et où le réalisateur Anthony Forestier est complètement perdu. Soit victoire d'un leader et une échappée qui ne prend jamais suffisamment d'avance par rapport au leader du général. Donc parmi mes favoris, j'ai plutôt parié sur une échappée, j'ai plutôt parié sur l'option 2 courses en une, c'est-à-dire la victoire d'une échappée et quand même bagarre des leaders derrière. Donc du côté de mes favoris, j'ai mis Carapaz, loin au général,
pas hyper dangereux. C'est un terrain qui lui convient bien, Carapaz, hein, ce genre de montée punchy, donc il faut s'en méfier. Formolo, bah, l'italien aussi, très bon dans ce type de terrain. Du côté de Movistar, on voit bien quand même qu'on laisse pas mal de possibilités aux coureurs pour partir dans des échappées, donc ça peut être bien. Pogacar, cas d'arrivée quand même d'un leader, il peut peut-être s'imposer. Puis en grosse cote, j'ai mis Romain Bardet parce que l'histoire de ce Tour de France serait magnifique, mais forcément tout le monde va savoir qu'il veut partir en échappée et ça va pas être facile au niveau du plan. Programme télé, départ fictif à 11h30. Donc départ quand même assez tôt du côté du Tour de France. Bourg-Lastic, le sprint intermédiaire à 146 km de l'arrivée entre 13h10 et 13h21. Bord-les-Orgues avec son lac à 102 km de l'arrivée entre 14h17 et 14h36. Le Vigan à 73 km de l'arrivée entre 15h02 et 15h27. Je vous invite à regarder la course à partir du Vigan, vraiment. Là, je pense que ça sera très très costaud. Le col de Néronne, deuxième catégorie, à 42 km de l'arrivée entre 15h50 et 16h19. Ça sera la première côte au programme de cette journée. Première grosse côte au programme du final, hein, le col de Néronne, parce qu'il y aura eu déjà 2 côtes auparavant. Et puis l'arrivée qui est prévue entre 16h54 et 17h31. Bien entendu, juste après l'arrivée, débrief short TikTok. Et puis entre 21h et 22h, le débrief sur YouTube. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!